pas mal déjà. Et bienvenue ici, l'image de l'Afrique. Et cette semaine, on vous parle d'une image réellement diverse et variée du continent africain. Et comme vous le savez, à Kigali, depuis le 18 octobre, se tient le Parlement, la 5e session du Parlement panafricain. Alors, on essaye de comprendre quel rôle cet organe peut jouer dans la construction et dans la consolidation d'une Afrique plus intégrée et plus unie. Je vous présente mes invités dans quelques secondes, mais avant cela, un petit retour sur la 4e session de ce Parlement avant de parler de la 5e. Ordinaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud, une session placée sous le thème de la jeunesse, une jeunesse africaine en proie à des difficultés. La population africaine est majoritairement composée d'une jeunesse très vulnérable. Du fait de la pauvreté et de l'inadéquation entre la formation qu'elle reçoit et ses réels besoins, cette jeunesse est de ce fait exposée au terrorisme et à la migration. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront à éplucher plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes d'intégration. La 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain se tient dans un contexte particulier, celui d'un continent marqué notamment par les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappe les populations, les atrocités du terrorisme dont les pays du Sahel, du lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes au jour le jour, mais aussi par des crises politiques internes dans certains États. Le Parlement panafricain est l'assemblée consultative de l'Union africaine. Elle est composée de 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux africains. Créée en 2004 et vise à garantir la pleine participation des peuples africains à la gouvernance et à l'intégration économique du continent. Donc pour le récapitulatif de la dernière session du Parlement panafricain. Aujourd'hui, nous sommes avec 3 membres de ce Parlement, justement, qui vont nous parler un peu non seulement des enjeux, mais aussi des procédures ou des modes de consultation, finalement, du Parlement panafricain. Nous sommes avec Honorable Ignatienne Nyirarukundo, qui est une députée rwandaise, qui a été à la tête du Forum des femmes parlementaires ici dans le pays, mais aussi à la tête d'une commission parlementaire sur l'agriculture, le bétail et l'environnement, commissaire pour la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation, mais aussi experte dans les questions des droits des enfants. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec l'honorable Koné Aboubakar Sidiki, qui est membre du Parlement panafricain, donc issu de la Côte d'Ivoire, président de la commission du Parlement panafricain sur la coopération, les relations internationales et la résolution des conflits. Et son travail a porté notamment sur les questions de migration. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec l'honorable Jamila Xixi Debeche, j'espère que je le prononce correctement. Très correctement, merci. Qui est députée panafricaine issue de la Tunisie, présidente du caucus des femmes au Parlement panafricain donc, un travail extensif sur la lutte contre la corruption, la mise en application des réformes sociales et économiques, la promotion des droits de la femme et surtout d'une meilleure représentation des femmes dans les postes de prise de décision. Bienvenue à l'émission à vous aussi. Merci, bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Bonsoir à vous tous. Vous connaissez tout. C'est une joie de vous avoir sur l'émission et surtout que le thème d'aujourd'hui est vraiment dans le cadre de l'émission L'image de l'Afrique et j'ai le plaisir d'avoir un panel riche et varié en termes géographiques mais aussi en termes de genre. D'accord, on est dans un pays qui a 61% de femmes
dans le Parlement. J'aimerais commencer avec vous, honorable Nyirarukundo. Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'une Afrique qui est plus intégrée. Le président, son Excellence Paul Kagame, est à la tête de l'Union africaine. Quel rôle voyez-vous pour le Parlement panafricain qui, à certains égards, peut être considéré comme jeune, mais dans une construction d'une Afrique plus intégrée? Le Parlement n'est pas si jeune que ça et il a été mis en place en 2004. Ça veut dire que le rôle du Parlement panafricain, c'est le rôle de tout organe parlementaire. Parce qu'ils doivent mettre en place des lois et puis après, le Parlement doit veiller à ce que ces lois soient appliquées, à ce que les activités, le programme, tout ce qui est prévu pour la population soit mis en place et soit exécuté comme il faut. Alors, ce n'est pas différent du Parlement national, c'est presque la même chose. Alors, peut-être, l'honorable Sidiki peut nous éclairer aussi sur la question, justement, c'est presque comme un parlement africain, n'importe quel autre parlement africain, mais il y a quand même des spécificités, notamment la représentation, bien sûr, de tous les pays, mais aussi la question des partis ou des représentants des partis d'opposition et une représentation peut-être diverse, finalement, de ce qui se passe dans le pays. Est-ce que c'est en quoi est-ce que c'est un atout, finalement, pour le Parlement panafricain? Merci beaucoup. Je voudrais, avant toute chose, saluer le peuple rwandais et les institutions de l'État rwandais pour l'accueil, l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis donc notre arrivée ici. Alors, revenant donc à cette question, je voudrais emboîter le pas à ma collègue du Rwanda. Pour moi, la spécificité, c'est qu'en termes de règlement, c'est clair que les délégations des pays ici doivent être composées et de la majorité, donc du parti au pouvoir, mais aussi de l'opposition. Et en plus, les dispositions statutaires du Parlement disent que pour chaque délégation de 5 parlementaires, il faut minimum 2 femmes. Et je pense que ce sont des dispositions assez importantes qui font que non seulement en termes de variation régionale, nous avons un Parlement ouvert, mais en termes de représentativité au niveau du genre, nous avons un Parlement aussi équilibré. Nous n'avons pas encore atteint le Rwanda qui a 61-62% de représentation des femmes, mais je pense que nous ne sommes pas loin du Rwanda et c'est une bonne chose pour l'Afrique. D'accord. Une petite question peut-être, et je pense que ça revient sur ce que vous disiez, cette question de la représentation des femmes finalement. Qui est une question, on sait que le continent a une moyenne finalement plus haute que la moyenne internationale. Est-ce qu'il y a des avancées qui sont éventuellement impulsées au niveau du pape, mais aussi à travers peut-être ce qui se passe sur le continent au niveau des autres parlements africains dans la représentation des femmes? Oui, je vous remercie et je remercie de ma part également le peuple rwandais pour l'accueil, l'hospitalité que nous avons eu de notre arrivée à ces pays. Bon, je connais le Rwanda, c'est ma deuxième fois que je visite ces beaux pays de 1000 collines. Et je vais saluer son Excellence, le président rwandais Paul Kagame et le président en exécution de l'Union africaine pour tout ce qu'il fait actuellement pour l'unité africaine et pour le Rwanda. La question du genre, c'est une question qui préoccupe toute l'humanité, disons, et l'Afrique, à l'instar de tous les autres pays du monde, mène un combat pour le renforcement de toutes les structures par des femmes et pour l'implication de l'aspect genre dans toutes les politiques publiques. Et bien sûr, le Parlement panafricain est une institution qui respecte dans une certaine mesure la question genre, parce que nous avons dans les règlements intérieurs, il faut une représentation de 2 femmes au moins, mais en réalité, on ne respecte pas souvent ça. Nous avons la majorité des pays sont représentés par une femme, donc nous sommes en train de travailler et
de sensibiliser et faire de la pression sur le gouvernement, sur les parlements nationaux pour la désignation de au moins 2 femmes pour chaque délégation. Parce que nous pensons que la transformation de l'Afrique et le développement réel ne peut pas se faire sans une implication effective des femmes. Et l'exemple du Rwanda, c'est une inspiration pour tous les pays du monde et pour tous les pays africains. C'est une fierté d'avoir un pays qui respecte les genres, qui a ses taux trop avancés et ses rangs qui est un peu avancé à l'échelle internationale. Et c'est un modèle à suivre. Et nous sommes tous et toutes on fait de façon à donner le Rwanda toujours en tant qu'exemple, en tant qu'une bonne pratique ou bien un bon processus qu'on doit suivre. Bien sûr, au niveau du pape, nous sommes tenus d'aller dans ce sens. On doit avoir au moins 2 femmes, au moins, j'ai dit au moins, espérons avoir plus, mais au moins 2 pour le moment, pour avoir plus d'équité. Nous voulons une meilleure représentation de la femme dans les structures des papes, parce qu'en dehors d'une règle légale, d'une disposition statutaire, on ne peut pas aller plus loin. Actuellement, nous n'avons pas un règlement qui exige que dans les bureaux de pape, qui est composé des présidents et des 4 vice-présidents, que ce soit par parité. On n'a pas ça. Lors des dernières élections, nous avons élu 3 hommes et 1 femme uniquement dans les bureaux. Dans les bureaux de commission également, c'est la même chose. Donc, nous bataillons pour que le pape donne l'exemple à d'autres pays. Il faut appliquer la parité, il faut booster tout ce qui est genre dans les structures de pape. La question genre, c'est transversal, ça touche à toutes les commissions. On doit avoir tout cet état d'esprit au niveau de toutes les commissions. Et je défends toujours cette approche et je continuerai à défendre ça jusqu'à convaincre. Et je profite de la présence de l'honorable Koné, qui est président d'une commission très importante au niveau des papes. Il doit avoir cet aspect, cette dimension, cette culture genre dans toutes les activités que vous allez organiser pour votre commission. Écoutez, parfait. Et puis, on a la chance d'avoir au moins 66% de femmes sur le plateau. Donc, c'est déjà parfait. Oui. Je pense que c'est très bien noté pour l'honorable Non, Koné. c'est bien noté. Vous savez que nous, au niveau de la commission coopération, normalement, nous avions nos élections à cette session de Kigali. Et je voudrais remercier donc la République du Rwanda qui m'a donné la chance donc, de présider cette commission importante donc, du pape. Mais je voulais rassurer Djamila parce que nous n'avons pas procédé à l'élection du vice-président parce que nous nous sommes rendus compte qu'aucune femme n'avait postulé pour ce poste. Alors que notre rapporteur, il est un homme, le président est un homme. Donc, nous avons reporté les élections. Donc, je voudrais rassurer Djamila que ça soit une femme. Mais encore, il faut que nous recevons des candidatures femmes. Nous les encourageons donc à postuler. Mais je voudrais te rassurer que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas procédé à l'élection du vice-président de notre commission. Mais plus de candidats femmes. Mais pour notre commission justice et droits de l'homme, on est 2 femmes. On a une rapporteure et une présidente. Oh, très bien. Donc ça avance. Ouais, ça avance. Et puis ce sont des choses qu'on accueille avec beaucoup de plaisir pour cette question de parité sur le continent en général. Passons peut-être davantage au-delà de la structure, au-delà parlons du rôle finalement, du rôle du pape. Il y a eu, bien sûr, il y a toujours un plaidoyer pour que le pape passe d'un rôle consultatif, qui a été son rôle depuis 2004, depuis son établissement, à un rôle législatif qui permettrait finalement de faire avancer certains des éléments de son mandat finalement. Qu'est-ce qui changerait fondamentalement de l'un à l'autre et pourquoi c'est aussi important? Merci beaucoup. Je pense que cette question est une question extrêmement pertinente. Voyez-vous, le rôle d'un Parlement, c'est de voter d'abord des lois.
qui régissent l'État, mais qui favorisent la vie des citoyens. Et donc, dans le cadre du Parlement panafricain, n'oublions pas que nous sommes un organe de l'Union africaine. Donc, le troisième organe, après la conférence des chefs d'État, le Conseil consultatif, donc il y a le Parlement panafricain, qui normalement, s'il a un rôle législatif, doit encourager, mais contrôler l'action et la mise en œuvre de la politique de l'Union africaine, donc de la politique de l'Afrique. Ensuite, le contrôle budgétaire. Si le pape a un rôle législatif, vous convenez avec moi que les questions de contrôle budgétaire seront faciles. Ce n'est pas un organe qui s'oppose systématiquement donc, à la conférence des chefs d'État, mais c'est un organe qui aide les chefs d'État à la bonne gouvernance, donc au respect des règles de la bonne gouvernance que nous encourageons dans nos États. Et donc, ce sont ces mêmes règles-là qu'il faut encourager au niveau de l'Union africaine en donnant au Parlement panafricain un pouvoir législatif. Et vous savez que le Parlement panafricain est regorgé de parlementaires, c'est évident. Donc, nous représentons les populations au sein de l'Union africaine. On a l'impression que le Parlement panafricain est un organe qui est en dehors de l'Union africaine. Non, nous sommes un organe à part entière de l'Union africaine qui représente la population, donc qui, s'il a son rôle régalien, qui est le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, pourra booster, donc, je vais dire, les questions liées à la vie de nos populations, pourra contrôler les orientations politiques que nos chefs d'État prennent et pourra les aider dans le cadre de la bonne gouvernance. Et nous estimons que dans ces conditions-là, les lois qui seront votées, qu'on va appeler les lois types, vont engager l'ensemble des États membres du Parlement panafricain, qui sont à 53 aujourd'hui. Et donc, nous aurons en Afrique une loi qui va engager toutes les populations ensemble, donc qui va faciliter l'intégration, qui va faciliter le travail des chefs d'État et qui, à n'en point douter, va avoir un impact clair et tangible sur la vie de nos populations. Et justement, là, pour que cet organe devienne un organe législatif, il faut qu'il y ait la ratification donc, du protocole de Maputo. Absolument. Oui. Ce protocole qui a été ratifié, je pense, par 10 pays. une dizaine de pays. Une dizaine Non, de pays. signé si par, je ne m'abuse. signé par Non, 15 signé par pays, tous. ratifié par 8 pays pour D'accord. l'instant. D'accord. Je pense Alors- qu'ici, on a Bon, on nous dit deux. À peu près. à peu près une dizaine. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, et je sais que le président Kagame a demandé, a encouragé, à faire le plaidoyer pour que cette ratification soit accélérée. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour permettre à ce que ça puisse voir le jour? De toutes les façons, toutes les lois, toutes les conventions, tout protocole, ça doit prendre du temps. Parce que c'est vrai que les chefs d'État ont accepté, mais ça engage des fonds, ça c'est une chose. Et puis ça va engager aussi la présence des personnes. Ça veut dire que si on était 5 au Rwanda, on ne sera plus ici, on sera en Afrique du Sud et on sera là tout le temps. Moi, je pense qu'il y a des réflexions qui doivent se faire. Moi, je pense qu'on ne peut pas se décourager ou voir ça traîne. Une loi ne traîne pas. Il faut que les pays prennent leur temps. Il y en a qui avancent plus vite. Mais on espère qu'avec le rythme qu'on a, ça va aboutir. Ouais. Est-ce que, selon vous, peut-être, il y a aussi une question au-delà des dimensions logistiques qui sont claires. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont plus politiques, entre guillemets, au-delà des questions économiques, logistiques, etc. Parce que finalement, voilà, c'est donner le pouvoir au Parlement ou donner le pouvoir à plus de citoyens. Ça crée aussi, bien sûr, une plus grande lenteur, entre guillemets, pour certaines décisions, etc. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des considérations telles? Oui, bien sûr. Il y a derrière ça un aspect politique, ça c'est certain. Ce sont des choix politiques avant tout, mais la définition usuelle ou classique d'un Parlement, ou bien les missions, disons, usuelles d'un Parlement, c'est quoi? C'est légiférer, c'est contrôler les politiques publiques et le rôle, il y a une mission diplomatique. Donc, notre Parlement actuellement, il est privé de sa mission législative. Et la politique,
on sent les politiques. C'est dans les changements la réforme exige les changements de la structure en sa totalité. Je vais rebondir sur ce qu'a dit l'honorable Ignatienne, parce que pour avoir un Parlement qui légifère, il faut avoir un Parlement pour un mandat de 5 ans au moins ou 3 ans, peu importe. Il faut avoir une certaine stabilité de membres de Parlement. Il faut que ce soit tous les membres sont élus. Au niveau, je ne sais pas comment élire ces membres-là, mais il faut les élire pour un mandat bien déterminé. Il faut qu'ils soient disposés tout le temps pour travailler au Parlement. Le problème, c'est que peut-être le politique, c'est avec l'Union africaine, comment ce Parlement-là va contrôler les orientations politiques et va faire de la pression sur... On n'admet pas ça facilement. Il y a une certaine résistance au changement. Ce n'est pas trop admissible d'avoir une structure qui relève, comme a dit, de l'Union africaine. C'est les bébés de l'Union africaine. Et a toutes ces autorités, tous ces pouvoirs-là. Il légifère, il contrôle les gouvernements. Il a Voter le budget. une mission, il vote le budget et tout. Donc, c'est pas facile. Et c'est un défi. Et c'est un combat de longue haleine. C'est un processus un peu long parce que quand on voit la situation même financière de l'Union africaine, on n'est pas outillé ou disposé aujourd'hui pour engager des fonds pour réformer le Parlement panafricain. Mais le continent a besoin d'une structure à vocation législative au pape. Nous avons besoin de ça. Et nous devons militer pour avoir cette structure, pour avoir les changements. Il faut que ces parlements impactent le peuple africain. Il faut avoir des lois cadres. Il faut qu'il ait cette autorité ou ce pouvoir de contrôler les choses au niveau du gouvernement. Parce que la première mission, le premier objectif du Parlement panafricain, c'est la promotion de la démocratie au niveau des pays africains. C'est la protection des droits de l'homme. Tout ça nécessite une certaine force, un certain pouvoir, une certaine structure solide et stable pour pouvoir assurer ces missions-là. Et particulièrement, tant que vous êtes encore là, le thème de cette année de l'Union africaine, c'est aussi la lutte contre la corruption. Oui. Et pour avoir un pouvoir pour aider finalement, et c'est aussi le thème de cette 5e session, alors finalement, comment est-ce qu'on participe à lutter contre la corruption quand on a uniquement un organe consultatif? Enfin, quelles sont les procédures qui sont utilisées aujourd'hui, que le pape utilise pour contribuer peut-être à cette lutte? Je pense qu'il faut, je m'excuse, mais je pense qu'il faut un peu venir en arrière pour que nos téléspectateurs comprennent c'est quoi la signature, c'est quoi la ratification. On emploie des mots, bon, ceux qui ne sont pas dans le jargon parlementaire peuvent ne pas comprendre. Alors, la signature, c'est le protocole lui-même. Quand les chefs d'État sont en réunion, au niveau de l'Union africaine, ils prennent une décision, ça passe comme un protocole, ils signent. Mais dans le mécanisme démocratique, ça ne s'arrête pas là. Il faut que cette décision qu'on appelle protocole, qui a été signée par les chefs d'État, passe à l'Assemblée nationale de chaque pays, État membre, pour l'onction du peuple. Et donc, c'est quand on a cette onction qu'on dit que l'Assemblée a donné autorisation au chef d'État pour ratifier. Et c'est ce qui prend souvent, qui met du temps. Parce que c'est toute une organisation. Il faut d'abord que le Conseil de ministres, Conseil de gouvernement, qu'on prépare les documents, qu'on envoie à l'Assemblée, que l'Assemblée même comprenne ce que c'est, qu'on vote cette loi là-bas d'abord, et ensuite que ça revienne, que le chef d'État ratifie et qu'il envoie au ministère des Affaires étrangères, qui lui fait le document final pour envoyer à l'Union africaine. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre pour le mécanisme, pour nos téléspectateurs. Djamila a assez parlé de la question politique. C'est évident. Tout changement, l'homme de façon naturelle est réfractaire au changement. Tout changement fait peur, suscite des questions. Mais c'est à nous, en tant que parlementaires, de continuer le plaidoyer, de montrer
aux chefs d'État qui eux-mêmes ont pris la décision de la création du Parlement panafricain, le bien fondé du Parlement panafricain pour leur politique. Et je pense, et je voudrais remercier le président Paul Kagame qui, lui, a décidé, en tout cas, d'être le champion du plaidoyer de la ratification. Donc, c'est pourquoi nous avons grand espoir, après donc Kigali, que les ratifications vont se faire rapidement. Nous connaissons son leadership en Afrique aujourd'hui. Nous connaissons donc le rayonnement de ce beau pays Kigali et nous espérons qu'au retour de Kigali, on pourra quand même arriver aux 28 ratifications pour que le Parlement panafricain ait son rôle législatif. Maintenant, en tant qu'organe consultatif, comment nous impactons les vies de population, comment nous arrivons à lutter contre la corruption? Il faut qu'on soit franc, ce n'est pas plaidoyer. Pour l'instant, le Parlement est en train de préparer une loi type de lutte contre la corruption, mais nous ne légiférons pas. Donc tout ce que nous faisons, c'est des plaidoyers, c'est la sensibilisation et puis c'est les échanges culturels. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de Kigali. Nous étions hier dans des visites extrêmement émotionnelles, donc pour le musée lié au génocide. Mais j'ai vu des députés, chacun s'est dit, non, il ne faut pas ça chez nous. Il ne faut pas ça. Et j'ai essayé de visiter la toile aujourd'hui. Chaque député a reproduit ça sur Facebook, qui est aujourd'hui un organe de communication qu'on ne peut pas contourner, et a demandé à chaque pays africain de faire en sorte donc d'éviter la guerre, d'éviter. Et vous savez que la guerre, l'insécurité, tout ça, les gemmes sont dans la corruption. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et moi, je voudrais remercier le peuple rwandais qui a su s'élever dans un temps record, qui a su remonter la pente. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays exemplaire. Le chef de l'État, aucun parlementaire ici n'est pas tombé donc sous le charme de ce chef d'État-là, qui a cru à un projet, qui y est allé, le peuple l'a suivi, et aujourd'hui, le Rwanda est un exemple d'intégration, un exemple de paix, de sécurité, mais de lutte contre la corruption. Il faut être quand même clair. Nous avons vu ici comment ça se passe. Nous voyons chez nous comment ça se passe. Je ne dis pas que c'est le désastre, mais nous pensons que le Rwanda doit être un exemple. Et nous, parlementaires, nous devons continuer la sensibilisation, nous devons continuer les échanges culturels, les échanges entre les institutions, préparer nos consciences à accepter les lois types quand nous aurons donc le pouvoir législatif. Partager les expériences finalement, et c'est je pense un domaine important qui permettra à ce que le continent soit un peu plus se comprenne, entre guillemets. Absolument. Une autre question qui revient beaucoup, c'est la question sur la libre circulation. Et je sais que le Rwanda offre maintenant le visa à l'entrée à tout le monde, africains y compris. Comment est-ce que cette question... quel est le rôle finalement, quelle est l'importance d'une telle question, pas seulement pour les parlementaires du pape, mais aussi au niveau de la population, de la libre circulation des personnes, qui est l'un des protocoles notamment qui doit être ratifié. Hier, on a discuté de la migration. C'était un sujet très important. Le Rwanda a fait des pas. C'est bien, il y a aussi d'autres pays comme les îles Maurice. Là, ils ont ouvert à tout le monde, ils ont ouvert les portes et les fenêtres, comme ils aiment dire. Ça veut dire que c'est une condition sine qua non pour que l'Afrique soit unie. Tu ne peux pas dire que tu veux que les gens soient unis et que tu fermes. Alors, si quelqu'un ne peut pas entrer chez toi, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'unité. Je pense qu'avec la ratification de ces protocoles, ça va accélérer les choses. Mais même en attendant, il y a des pas qui se font dans des pays. Je pense que ça va suivre. Parce qu'on sent ce besoin, notre collègue vient de le dire, même le change d'expérience, on va dans un pays, on découvre des choses, il y a des meilleures pratiques. On apprend, même au Rwanda, on disait, mais s'ils viennent chez nous, ils n'auront rien à apprendre. Mais maintenant, ils nous disent qu'ils ont appris bien des choses. Ça veut dire que l'unité de l'Afrique vaut la peine. Et c'est important. Je sais que la Tunisie, notamment, depuis 2015, a supprimé les visas à un certain nombre de pays et qu'on avance encore. Quels sont peut-être les avantages pour un pays, finalement,
d'ouvrir ses frontières. L'honorable Nilo Lukunda en a partagé certains. Selon vous, quels sont ces avantages? Malheureusement, nous sommes un continent, malgré que nous partageons la même géographie, nous partageons la même histoire, mais nous ne partageons pas beaucoup d'échanges culturels, économiques. Nous avons beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que nous avons besoin des structures qui se battent pour arriver à ces partages-là espérés. Les échanges économiques entre les pays panafricains sont trop limités par rapport aux échanges qu'on fait avec l'Europe ou bien l'Asie ou bien les États-Unis. Donc, il y a ces problèmes-là d'échange. Quand on examine la carte économique et pourquoi, quand on cherche le pourquoi de la chose, on trouve qu'il y a pas mal de problèmes. Il y a une infrastructure qui n'existe pas, qui doit exister, qui devrait exister. Et il y a les routes qui n'existent pas entre les pays africains. Nous n'avons pas une carte qui permette la circulation, la libre circulation entre les différents pays. Même les lignes aériennes, même les transports aériens, nous n'avons pas une plateforme qui permet cet échange, trop limité. Et en plus de ça, les questions du visa et les frontières qui sont fermées, tout ça, ça bloque l'échange, tout ça, ça limite cette solidarité espérée, parce que quand on a créé l'Union africaine et les structures qui se sont dégagées de cette instance panafricaine, le slogan essentiel, c'était la solidarité et l'intégrité de l'Afrique. Mais malheureusement, vu peut-être les moyens des pays africains, nous n'avons pas beaucoup de moyens financiers pour faire tout ça, mais quand même, on peut faire quelque chose avec les peu de moyens que nous avons, que nous disposons, bien que j'ai toujours dit que le continent est riche sous la terre et pauvre sur la terre. Voilà, c'est ça, c'est la réalité de notre continent, malheureusement. Nous sommes un continent que nous disposons de tout, les richesses naturelles, les forêts, les déserts, tout, on a tout. On a tout. Quand tu vois Rwanda, vraiment, c'est une merveille. Mais malheureusement, on ne profite pas de toutes ces potentialités, que ce soit ressources naturelles, que ce soit ressources humaines également. Nous avons 60% de la population du continent jeune. Tout le monde rêve d'avoir cette démographie que nous disposons. Mais malheureusement, notre jeunesse, elle est où? Elle souffre de chômage, des maladies, la question de migration qui s'impose actuellement, qui préoccupe tous les organes de l'Union africaine et tous les peuples africains. Donc, nous devons avoir des solutions rapides, disons, et des solutions stratégiques. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un cadre qui réunit les continents. Nous sommes en train de parler et de discuter à propos d'une stratégie pour la migration qui est en train de tuer nos jeunesses. Les femmes souffrent également de la question de la migration. Je pense qu'il y avait une discussion ce matin aussi sur ça. Oui, il y a une discussion, on avait une discussion plénière. Il y a un débat qui était ouvert et tout le monde on en parle de ces fléaux-là. Comment faire, comment résoudre ça? Comment on arrive à trouver une solution panafricaine? L'échange panafricain doit se renforcer, on doit promouvoir cet échange, on doit trouver des mécanismes pour pouvoir, pour permettre cette coopération panafricaine entre les pays. Et ça, c'est la vraie manifestation de la solidarité quand on parle souvent. De la solidarité qu'on veut et qu'on veut, on a besoin. Alors, je vous l'avais promis, c'est aussi une occasion, enfin l'émission est une occasion pour le public de poser des questions et de vous avoir peut-être répondre à certaines de leurs questions. Alors, j'aimerais peut-être qu'on passe à la première question qui est posée par Ichi Uche, qui demande quel rôle joue le Parlement panafricain dans le plaidoyer pour certaines questions justement brûlantes du continent, comme la question de la migration, de l'emploi des jeunes ou de la corruption. Je pense qu'on vient d'y répondre, mais peut-être sur cette question. Je viens de parler de ça, justement. Sur cette question de migration, je
pense qu'il faut approfondir la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de migration, tout le monde voit le couloir où on prend la mer pour aller en Europe. Vous comprenez? Il ne faut pas réduire des actualités de la la Libye, question etc. aux actualités de la Libye. Il y a la migration entre les peuples africains même d'abord. Comment ça se passe? Quelle est la situation aujourd'hui? Notre collègue a bien parlé des difficultés logistiques. Les visas, les contrôles aux aéroports, les contrôles à l'entrée. Je pense que sur cette question, il faut être d'accord avec nous-mêmes que la crise économique des années 90, 94, avec les plans d'ajustement structurel, ont créé dans certains pays un repli identitaire. Donc, on a vu la catastrophe économique, non pas dans notre gouvernance, dans notre manière de faire les choses, dans le manque de planification, mais plutôt dans l'étranger qui est chez nous. C'est lui qui a pris notre richesse, c'est lui qui est dans le secteur économique, c'est lui qu'il faut chasser. Même l'échec politique, c'est lui qu'il faut chasser pour qu'on ait la paix. Mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Si c'est l'étranger qui créait la crise économique dans un pays, les États-Unis ne seraient pas développés. Ouais. C'est un pays intégré. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons quand même 26% de non-nationaux. Je préfère dire comme ça parce que le terme étranger, je le trouve un peu choquant. De non-nationaux, mais qui sont bien intégrés. Je ne vais pas passer du revers de la main les crises identitaires que nous avons connues. Vous avez connu la longue crise de la Côte d'Ivoire. Ça a été provoqué en partie par le repli identitaire. C'est l'autre qui crée mon problème, c'est un bétail électoral pour tel parti politique, il a tous les secteurs d'activité. Voilà. Donc moi je pense qu'en ayant le pouvoir législatif, en votant des lois types, en menant la réflexion dans l'élaboration de ces lois-là, il faut préserver quelques acquis pour les nationaux et ouvrir le système économique pour les non-nationaux. Rassurer et équilibrer de sorte que les nationaux ne soient pas effrayés dans leur pays et mais qu'ils embrassent de l'autre finalement côté, la diversité. qu'ils acceptent l'arrivée de l'autre, non pas comme quelqu'un qui vient prendre l'économie, mais quelqu'un qui vient contribuer à faire prospérer l'économie. Il y a la question de la terre. Aujourd'hui, c'est un défi. Il faut la gestion du foncier rural. Vous savez que l'exode, il y a la migration aussi pour l'agriculture, qu'on oublie. Mais la population africaine est dans une démographie galopante. Et vous êtes d'accord avec moi que la terre n'est pas élastique. Donc, il y a des secteurs d'activité que les nationaux n'avaient pas vus comme des secteurs importants, mais qui aujourd'hui, face à la crise, face au manque d'emploi des jeunes et autres, se replient sur ces secteurs-là, mais ils ne contrôlent pas ces secteurs. Donc, je pense qu'il faut organiser la gouvernance au niveau des États. Il faut accélérer pour que le pape ait un pouvoir législatif, parce que ici, ce sont les représentants de ces peuples-là qui se rencontrent, qui se parlent en dehors de toute passion politique. Parce que quand on arrive ici, les pays ne sont pas mis devant. Ce qui est mis devant, c'est nos statuts d'Africains. Donc, le débat est plus facile. Donc, je pense que dans la conception de la loi type, sur, par exemple, les questions de terre et autres, on va dépasser les problèmes personnels pour voir un problème africain et trouver une loi qui engage l'ensemble des pays africains. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que même les migrations à l'intérieur des pays, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, ça pose problème. Donc ne voyons pas seulement l'aspect international des Africains qui veulent aller en Europe. Je pense que ça, c'est la phase émergée de l'iceberg, c'est la plus petite partie. Parce que ça, il n'y a pas longtemps que ça a créé un nouveau problème. C'est un problème, je reconnais. Tout le monde en parle aujourd'hui. Les gens engagent des fonds. Mais ça ne doit pas faire oublier. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Ça ne doit pas faire oublier les fondamentaux de nos propres pays. Ça, c'est extrêmement important. On va prendre une seconde question très rapidement des médias sociaux. Alors, Jean-Jacques Kofi qui nous demande pourquoi on n'entend pas parler du Parlement panafricain aussi souvent que du Parlement européen et que faire pour y remédier. Je vous vois sourire. On va commencer avec vous peut-être, Ignatie. Je ne sais pas où il est maintenant, mais on en parle et maintenant on est là, on est en train d'en parler. Mais aussi, ce sont deux parlements à ne pas comparer.
parce que le Parlement panafricain, c'est un Parlement jeune, je dirais. On est en train de chercher et on espère trouver bientôt. Il est adolescent maintenant, il a 15 ans. C'est vrai, il a 15 ans. Je pense que le président du Parlement lui-même faisait le comparatif entre les deux parlements et finalement on va avoir un Parlement panafricain qui est plus visible. Bien sûr plus actif, si on lui donne, je reviens sur ce que vous disiez, si on lui donne le pouvoir finalement d'agir, mais c'est aussi peut-être au-delà de ça, quelle est dans l'imaginaire national des citoyens, quelle est l'importance accordée à un organe panafricain, et je pense que ça revient sur toutes les mentalités qui reviennent de l'époque coloniale, etc. Et après, comment est-ce qu'on doit opérer ce changement de paradigme? Comment comprendre que le Parlement panafricain est aussi, voire plus important pour nous que d'autres parlements dont on suit, enfin je pense qu'on suit tout ce qui se passe au Congrès américain, on suit, etc. Je comprends bien que la population africaine aimerait que ça aille vite. Ça se sent avec l'intervention. Mais je pense qu'il faut prendre le temps. Plus ce n'est pas pour traîner, mais il faut que ce soit quelque chose de réfléchi et puis que ça réponde vraiment aux attentes. Cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien maintenant. On fait un travail, on forme des missions. Maintenant, on est en train de réfléchir à une mission qui irait en Libye pour voir qu'est-ce qui se passait là-bas, est-ce que les jeunes sont... On sait ce qui se passe, mais on aimerait que le Parlement soit là pour qu'on donne des recommandations aux États, parce qu'il y a l'amont, d'où viennent les jeunes, les pays transitoires, là où ils transitent, et puis il y a aussi le port d'embarquement qui est centré, parce que aussi, il y a des choses qu'il faut que les gens comprennent. Il y a des lois qui existent mais qui ne sont pas respectées. Tout le monde sait qu'on ne peut pas entrer dans un pays étranger comme si on allait dans un marché du quartier. Même nous, avant d'aller dans un pays, tu as un passeport, tu as un cachet, le pays sait où tu vas et comment tu vas faire. Mais si le port d'embarquement, pourquoi on laisse les jeunes entrer dans le bateau alors qu'il y a... Ça aurait dû se faire autrement. Et le pays d'accueil, où on fait semblant de ne pas vouloir accueillir les gens, alors que vraiment ils en ont besoin. C'est la main-d'œuvre, et puis la main-d'œuvre qui contribue à l'économie. Et certains de ces pays reçoivent aussi des subsides des Nations Unies, etc. Alors que les pays africains qui envoient. Voilà. C'est comme ça. Mais il y a des choses qui se font. Je trouve que c'est une question très pertinente. À chaque fois que je prends la parole au niveau du Parlement panafricain, j'apporte cette question de visibilité de pape au niveau du continent, au niveau de 55 pays. Il y a un problème qui est lié à la nature même du Parlement et de sa mission que nous avons tout à l'heure parlé. Il y a une question qui est liée aux moyens déployés. Mais maintenant, j'ai toujours dit qu'avec les moyens de base, il ne faut pas manquer d'avoir des idées innovantes. Maintenant, nous avons commencé une pratique de tenir les réunions de commission en dehors du siège de Parlement à Midrand, Johannesburg. Nous avions un antécédent, il y a la commission agriculture qui a tenu sa réunion en Égypte. Nous avons un projet de tenir la réunion de la commission santé et la commission genre en Tunisie au mois de mars. Ça fait quand même une certaine visibilité parce qu'il y a les médias qui vont bien sûr faire la couverture médiatique. Il y aura les sorties. La tenue de la session au niveau de Kigali, tout le peuple rwandais connaît qu'il y a un Parlement panafricain. Objectif atteint, message reçu. On doit déplacer quand même quelque part certaines réunions, certaines sessions, même la session statutaire. Plus de sorties finalement. Voilà, sorties. Et on ne va pas engager des fonds, mais on va quand même permettre cette visibilité du Parlement panafricain. Tout à l'heure, Honorable Kony, il a parlé de non nationaux.
Nous, les parlementaires panafricains, nous avons un rôle crucial pour l'intégration de nos nationaux. On doit faire de sorte à soutenir ces gens-là parce que nous représentons tous les peuples africains, pas nos peuples nationaux uniquement. Moi, je vous fais un témoignage au niveau de la Tunisie. J'ai essayé, j'ai fait de la pression au gouvernement pour avoir une stratégie pour la migration, parce que nous n'avons pas, on n'a pas ratifié la Convention internationale sur la migration. Nous sommes actuellement, nous suivons une démarche pour la ratification de la Convention sur les réfugiés. Et nous avons voté une loi contre la discrimination raciale parce que nous avons les Blancs et les Noirs en Tunisie. Ce n'est pas comme les pays subsahariens. Tout ça pour permettre aux migrants ou disons aux non-nationaux africains ou subsahariens pour avoir quand même, pour vivre dans les pays en paix et pour se sentir chez eux. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent pour étudier en Tunisie, il y a des gens qui viennent pour la santé, il y a la main-d'œuvre également qui vient pour travailler. Donc nous devons avoir toute cette stratégie. En tant que parlementaires panafricains, nous devons faire quelque chose. Mais durant les combats que j'ai menés pour avoir ces résultats, j'aurais besoin du soutien de mes collègues parce que quand je confronte un problème avec un migrant ivoirien ou rwandais ou camerounais, je dois avoir ces liens, cet échange avec les autres parlementaires panafricains. Donc, je reviens vers la vocation de Parlement panafricain qui va certainement permettre ce partage. Alors, et ce sera le mot de la fin. J'aimerais peut-être que vous partagiez. Un parlement, c'est aussi un organe à l'écoute du peuple et qui fait porter la voix du peuple plutôt au plus loin possible. Comment est-ce que vous arrivez à finalement non seulement écouter, mais aussi faire parvenir, je pense qu'on en a eu beaucoup d'exemples, mais et aussi ce que vous voudriez dire peut-être au public sur comment interagir finalement avec le pape. Merci beaucoup. Tout ça rentre dans la question de la visibilité du pape et de sa proximité avec les populations. Voyez-vous, il faut être un peu sincère sur certains sujets. Le pape aujourd'hui n'a pas encore les moyens de sa politique. Je vais vous prendre un exemple. Une crise en Libye. Le Parlement panafricain n'a pas encore diligenté une mission en Libye, alors que le Parlement européen a déjà diligenté une mission. On revient sur la question du Parlement européen. Non, je voulais vous dire. Premièrement, le pape n'a pas le pouvoir législatif. Ça, on a dit toute cette soirée. On ne va pas revenir là-dessus. Mais deuxièmement, le pape n'a pas les moyens. Ça. Les moyens politiques, les moyens de sécurité et les moyens logistiques. Et ça, je vais vous faire la confidence. C'est vrai que nous sommes à la télé, mais le président du Parlement panafricain sollicite le président du Parlement européen pour faire partie de sa mission. Donc, en Libye, vous connaissez le résultat? On n'a pas assez de place dans notre drone. On ne peut pas vous sécuriser. Non, je vous dis, vous voyez, pour qu'on ait la réalité, le Parlement, nous avons pratiquement 250 députés pour 80 fonctionnaires. Vous comprenez? C'est très peu. On n'a pas de direction de communication. Mais comment on va faire la visibilité? Comment on va avoir la visibilité si nous n'avons pas les moyens de nous faire voir? Normalement, ce Parlement-là doit animer des conférences. Nous venons dans les universités d'Afrique pour que les étudiants comprennent c'est quoi le Parlement. Et faire il faut des consultations. Il faut faire des consultations. Il faut préparer notre jeunesse aux grandes questions démocratiques, aux grands enjeux, aux grands défis. Pour l'instant, Djamila l'a dit, nous sommes un Parlement adolescent qui a 15 ans, qui, pour moi, avec les moyens qu'on a, qui fait beaucoup d'efforts quand même, qui fait beaucoup d'efforts, et les déplacements, les sorties, mais je vais vous dire, ce Parlement-là a son siège en Afrique du Sud, à Midrand, mais une étude a montré que moins de 35% de Sud-Africains a déjà entendu parler du Parlement panafricain. Pourtant, le siège est là-bas. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème qu'il faut pouvoir résoudre. Il faut une véritable direction de communication pour la visibilité.
Il faut donc que ce Parlement ait les moyens de sa politique. Et nous revenons toujours sur cette question. Ça peut être lassant, mais la réalité, aujourd'hui, il est impossible de développer une grande politique de développement, une grande politique de visibilité, la lutte contre la corruption, d'atteindre nos objectifs sans les moyens des bords. Ça, je ne crois pas. Maintenant, au peuple et à la jeunesse africaine, moi, je voudrais attirer notre attention sur notre responsabilité. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faut se réfugier derrière les questions de colonisation, derrière les questions... Non, il y a d'autres défis aujourd'hui que l'Afrique doit pouvoir comprendre. La gouvernance, la lutte contre la corruption et la démocratie. Je vais remercier le Rwanda. Aujourd'hui, l'opposition au Rwanda n'est pas perçue comme l'antithèse du pouvoir, comme une contradiction farouche où chacun ne cherche que le pouvoir. Non, l'opposition est conçue aujourd'hui comme un organe qui participe à la gestion du pouvoir, qui aide quand il le faut, qui contribue quand il le faut. Il faut que la jeunesse refuse de passionner le débat politique. Parce qu'en réalité, plus de 60% des jeunes, qu'est-ce qui se passe sur les champs de bataille, dans les rues, pour les marches et autres? C'est bien les jeunes. Il faut que cette jeunesse prenne conscience que son rôle n'est pas dans les rues, que son rôle est dans la discussion objective, son rôle est dans les universités, dans la recherche. Au niveau politique, que son rôle est dans la contribution pour la réflexion, dans le cadre de dynamiser ce qu'il y a, mais de faire en sorte que notre continent soit en sécurité, que notre continent soit en paix et qu'il fasse bon vivre. Et qu'il fasse bon vivre. Ce sera donc le mot de la fin. Je pense que ça résume très bien l'essence peut-être des discussions aujourd'hui. Tout ça pour dire que voilà, le Parlement panafricain, ce n'est pas juste un organe de plus, peut-être dans la bureaucratie du continent, mais c'est tout simplement l'amplificateur des voix du peuple et ça doit être perçu comme tel. Et bien sûr, le rôle et la position du pape doit être conforté sur le continent pour qu'il puisse finalement jouer son rôle et faire avancer le développement du continent. Merci à vous tous de nous avoir suivis et pour vos questions très pertinentes. À très bientôt sur l'image de l'Afrique. Au revoir.